sommes journalistes et nous avons rarement assisté à une scène pareille et surtout les termes. Mathieu, puis ensuite on va revenir un petit peu en détail. Peut-être un élément pour répondre à une de vos deux questions. Pourquoi maintenant ? Ouais, pourquoi maintenant ? Je pense que l'idée qu'a le président de la République et le gouvernement, c'était de laisser les chefs d'état-major des armées parler de ce sujet-là d'un point de vue aussi grave pour justement préparer, notamment parce qu'on le sait, le gouvernement prépare un plan d'économie massif de 40 milliards d'euros pour que, comme dans toutes les administrations, c'est le cas d'ailleurs de l'éducation nationale, c'est le cas de la santé, etc. En fait, chaque administration défend son précaré pour qu'il n'y ait pas d'économie sur le budget des armées. Et donc là, le fait que le chef d'état-major des armées puisse prendre la parole aujourd'hui, à 3 jours du défilé du 14 juillet, du défilé militaire, va permettre de dire en fait finalement les armées sont très importantes dans notre pays puisqu'il l'a rappelé, il y a des menaces existentielles, la menace islamiste, il y a la menace russe, il y a effectivement les nations empires qui se réarment. Un petit mot sur l'Iran. C'est qu'il avait commencé avec les risques exogènes liés au changement climatique. Exactement. Mais ensuite, il a parlé aussi de la criminalité organisée, de la narcocriminalité, sur le fait que l'armée aussi est en appui des forces de sécurité intérieure sur ce sujet-là. Donc il dit comment aujourd'hui on peut répondre à autant de problématiques. Il y a aussi beaucoup de gens qui pensent qu'il faut envoyer l'armée dans les quartiers de plus en plus. Comment on peut répondre à autant de problématiques sans moyens supplémentaires au moment où le gouvernement met la pression, on va dire, aux administrations sur des plans d'économie. Or, on le sait depuis trop d'années, jusqu'à Emmanuel Macron, les armées ont été désarmées d'une certaine façon d'un point de vue budgétaire, puisque quand on regarde la comparaison entre les années 90, où on est descendu à moins de 2% du PIB consacré à la défense, aujourd'hui on est encore moins, on est à 1 et quelques. C'est quelque chose qui est aujourd'hui important pour les armées d'avoir du budget pour pouvoir répondre aux menaces. Alors, question, et on en reparlera à midi parce que c'était l'équipe. Merci beaucoup, Général Bruno Clermont. 2 mots, Mathieu, avant de partir en publicité. Oui, en fait, je pense que le point essentiel aujourd'hui de cette conférence de presse, c'est de dire quelles sont les menaces. Et les menaces, elles sont doubles. C'est effectivement la Russie, mais la menace qui est existentielle pour la France, et c'est ce qu'il dit, c'est ce que le SEMA a dit également, c'est qu'en fait, la menace existentielle, c'est le terrorisme islamiste. Ce n'est pas la Russie qui a tué plus de 300 personnes aujourd'hui en France depuis 2010. C'est le terrorisme islamique. Et c'est ça aujourd'hui le vrai sujet, c'est qu'en France, on a à la fois sur notre sol des gens qui sont prêts à passer à l'acte et à l'extérieur des puissances aujourd'hui islamistes qui, on va dire, alimentent une idéologie qui propage ensuite la mort en Israël et surtout aujourd'hui en France et dans le reste du monde occidental. Parce qu'au finalement, ce sont les islamistes qui aujourd'hui mènent une guerre de civilisation à l'Occident. Ce n'est plus ce qu'on avait appelé les néofaucons américains, George W. Bush, etc., qui vont faire la guerre au Moyen-Orient. Aujourd'hui, ce sont les islamistes. Et c'est ce paradigme-là qui change et je pense que c'est important pour les armées de rappeler cet état de fait parce que celui qui veut la paix doit préparer la guerre. Merci beaucoup. On marque une pause, on se retrouve dans quelques instants. On a beaucoup d'autres thèmes à évoquer ensemble. Merci pour votre grande fidélité. À tout de suite. Et il est 12h30, merci de nous accueillir. Ça retrace à peu près fidèlement la carte politique française, non ? Mais surtout, ce qu'il faut je complète, c'est tout à fait ce qu'a dit Philippe David, il a raison, c'est que la gauche fait entre 25 et 30%, mais historiquement, la gauche de notre pays, c'est censé faire entre 40 et 45%. Oui. Depuis François Hollande en 2012, la gauche ne fait que de se rétrécir d'un point de vue électoral. Et c'est ça aujourd'hui le sujet, c'est que la France insoumise, comme elle a ciblé cette clientèle électorale, et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire, a fait en sorte que la France insoumise aujourd'hui est le premier parti de gauche, à l'exception des élections européennes de 2024, mais globalement, la base électorale de la France insoumise est plus importante que celle du Parti socialiste et donc de fait ils ont le leadership à gauche et donc lorsqu'il y a une élection présidentielle ou une élection législative ils sont obligés de partir en bande unie et de fait la France insoumise a le leadership à gauche mais c'est parce qu'aujourd'hui il y a une responsabilité historique du Parti socialiste et de la gauche social-démocrate qui n'a plus d'idées en tête, n'a plus d'idées à balancer aux Français. Est-ce que vous avez vu Olivier Faure ou Boris Vallaud sortir des idées qui sont un peu disruptives, innovantes pour le pays ? Je ne sais pas, sur le plateau. Mais aujourd'hui, c'est ça le problème, c'est que le PS étant effondré d'un point de vue électoral, de fait, la France insoumise prend le dessus et cette stratégie donc d'islamo-gauchisme qui est effectivement nourrie par des thèses scientifiques a gagné à gauche. Madi. D'ensauvagement de la France. Mathieu Hocquer. Surtout sur le point juridique, ce qui est intéressant à dire, c'est que, je trouve, c'est qu'on dit souvent, sur plein de sujets, lorsque la société évolue, le droit doit évoluer. Lorsque la société devient de plus en plus progressiste, par exemple, notamment sur les questions LGBT, on fait adapter le droit. Eh bien, pourquoi, lorsque la société évolue vers plus de violence, plus de barbarisation, on le voit avec les chiffres de la délinquance qui augmentent, c'est le titre du bandeau que vous affichez,
pourquoi le droit ne peut-il pas évoluer? Et le vrai problème aujourd'hui, et ça a été démontré... C'est compliqué de faire évoluer le droit. Hein. Oui, mais c'est compliqué. Non, mais le dès qu'on veut bouger... Le droit peut évoluer par les parlementaires. Le problème, et c'est ce que vous avez dit, c'est qu'aujourd'hui, comme il y a le contrôle de constitutionnalité par le Conseil constitutionnel, effectivement, il bloque certaines mesures, notamment sur la loi immigration 2024, je ne vous ai pas coupé, et sur le projet de loi, la proposition de loi de Gabriel Attal. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que le Conseil constitutionnel a étendu ses jurisprudences, notamment la jurisprudence la décision de 1971, liberté d'association, qui intègre au bloc de constitutionnalité un certain nombre de textes qui ne sont pas la Constitution, et que c'est sur la base de cela, en plus de la CEDH évidemment, qu'aujourd'hui, les juges du Conseil constitutionnel censurent des projets de loi, des propositions de loi, et donc censurent le législateur. Or, ce n'est pas c'est une décision, il faut bien dire cela aux Français, c'est une décision des juges en 1971 qui a fait que, par exemple, le préambule de 1946 est intégré au bloc de constitutionnalité. Les Français n'ont jamais voté pour cela. Les Français n'ont jamais voté pour le fait que, justement, des juges puissent se baser sur plein de textes pour pouvoir censurer des lois. Le problème aujourd'hui, c'est que les juges ont trop de pouvoir sur la base de cela. Donc il faudrait que les Français, on doit proposer un référendum aux Français pour définir réellement le pouvoir, on va dire, enfin le périmètre de contrôle de constitutionnalité des juges. Et vous voyez, nous, on réalise beaucoup de sondages avec CNews, Europe 1 et le JDD, et les réponses, elles sont toutes convergentes. Les Français sont effectivement d'accord à cela, et puis ensuite, après, ça crée un problème. Le problème, c'est qu'il y a la demande, il y a le souhait, il y a l'envie, et puis... Mais les textes, ils existent.